Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est la playlist numéro 4. La playlist, c'est votre émission qui fait le point sur l'actualité culture. Donc quand j'entends culture, j'entends cinéma et séries télévisées particulièrement, qui revient régulièrement sur ce qui se passe dans la planète ciné et séries télé. Donc évidemment, si ça vous plaît, petit pouce en l'air, petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ce que je vous ai présenté. Et puis évidemment, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Ça fait évidemment plaisir, mais aussi ça m'aide à poursuivre ces vidéos. Aujourd'hui, on va faire un gros point sur la semaine passée, la semaine du 26 avril au 2 mai, parce qu'il s'est passé plein de trucs, donc je vais faire un tour rapide, pas forcément rapide d'ailleurs, vous allez le voir sur cette actualité. La première chose que j'ai notée, vous allez voir, il n'y a pas spécialement d'ordre, c'est juste que je vais revenir sur les choses qui ont été dites en fonction de la date qui a été publiée. Les amateurs de Riverdale qui regardent sur Netflix, c'est une série plutôt adolescente, avec KJ Apa, s'attendent à ce que la deuxième partie de saison 5 arrive très prochainement. Il faut savoir qu'elle va être décalée d'1 mois, donc ça va. Calmez-vous. Ça devait sortir au mois de juillet, ça sortira finalement le 12 août. La CW a probablement eu des problèmes avec la pandémie, ce qui a dû évidemment repousser un petit peu la sortie de la nouvelle partie de Riverdale, mais sachez qu'elle arrive en US plus 24 sur Netflix comme d'habitude, donc 11 août aux États-Unis, 12 août en France, à un rythme hebdomadaire comme d'habitude. Parlons de HBO Max. HBO Max, vous savez, c'est l'endroit où Warner et HBO ont décidé de travailler sur le streaming, donc avoir un portefeuille de séries et de films exclusifs à destination de leurs abonnés. Il se trouve qu'ils sont en train de travailler sur un certain nombre de choses en ce moment, dont une adaptation de Green Lantern qui a trouvé son Green Lantern. Alors ça sera pas le Hal Jordan de Ryan Reynolds dans le film, mais ça sera Guy Gardner dans les années 80, et ce Guy Gardner alias Green Lantern, on sait qui c'est. Ce sera Finn Wittrock. Finn Wittrock qui s'est notamment montré, j'ai perdu le mot que je voulais dire, qui s'est illustré, voilà, dans la série American Horror Story notamment, où il a d'ailleurs écopé, excusez du peu, de 2 jolies petites nominations aux Emmy Awards. Alors ça sera écrit par Greg Berlanti, que vous connaissez puisque c'est lui qui produit / écrit une partie du CW Universe, donc l'univers DC Comics adapté sur la CW. Donc on pense à Flash, on pense à Arrow, hein, et un certain nombre de séries qui ont suivi. Donc voilà, attendez-vous à avoir à peu près la même touche sur cette série Green Lantern sur HBO Max. On va faire un petit peu la suite avec un nouveau film Transformers. Alors, plusieurs films Transformers qui sont dans les cartons en ce moment à Hollywood, mais il y en a un qui est en train de travailler à recruter des acteurs. Celui-ci n'a pas encore de nom, mais il serait peut-être en train de signer Dominique Fishback, que vous voyez ici présente. C'est une actrice que vous avez peut-être pas encore vue, mais elle a fait grand bruit notamment dans Judas and the Black Messiah, qui est un film qui a été nommé aux Oscars et qui a été récompensé aux Oscars, notamment pour l'interprétation de Daniel Kaluuya. Donc elle joue face à lui. Judas and the Black Messiah, c'est un film où l'on voit, où l'on suit le parcours de Fred Hampton, qui est un des leaders charismatiques du mouvement Black Panther aux États-Unis dans les années 60-70, et bon, il se trouve qu'il a été assassiné, et Dominique Fishback joue la compagne de Fred Hampton. Donc elle a visiblement été remarquée à cet endroit-là, et elle pourrait signer dans un des nouveaux films Transformers où elle donnerait la réplique à Anthony Ramos, qui est un comédien qui notamment a joué dans la première
dans le premier casting de la comédie musicale Hamilton et qui sera très prochainement dans la comédie musicale In the Heights, d'où l'on vient en français, il se trouve que c'est l'adaptation de la comédie musicale, la première comédie musicale de Lin-Manuel Miranda dont on parlera juste après. Et a priori, le réalisateur de ce film Transformers, c'est Steven Caple Jr. qui a signé notamment Creed 2. Voilà, donc un casting sympathique, même si pour le coup Transformers c'est pas forcément une licence très aimée d'un point de vue qualitatif, ça reste de gros divertissements. Petit projet français, Hippocrate, la saison 2 s'est terminée il y a très peu de temps sur Canal+, et il se trouve que Thomas Lilti, qui en est son créateur, vient d'annoncer qu'une saison 3 était tout à fait possible. Elle est prévue et il est en train de se poser des questions sur comment l'écrire. Voilà, la série Hippocrate est une série qui nous retransmet un petit peu le monde hospitalier. Et vous vous doutez bien qu'en ce moment, écrire une série hospitalière réaliste, c'est un peu compliqué, puisqu'il y a des thèmes forcément très importants qui se révèlent forcément en temps de pandémie. C'est une série notamment dans laquelle jouent Louise Bourgoin et Alice Belaïdi. Voilà, donc les 2 premières saisons sont disponibles sur Canal+, pour ceux qui s'y intéressent. Petit point de crispation chez Disney en ce moment, puisque il y a eu une espèce de mouvement sur les réseaux sociaux. Le mot dièse Disney must pay, Disney doit payer, qui a été lancé par un certain nombre d'auteurs, qui reprochent à l'entreprise aux grandes oreilles de ne pas avoir payé les droits d'auteur qu'elle leur devait, tout simplement. Alors il se trouve qu'un certain nombre de personnes pointent du doigt Disney comme n'ayant pas repris à sa charge les droits d'auteur en fait que les entreprises qu'elle a rachetées devaient à leurs auteurs. Ça correspond par exemple à des auteurs notamment de comics, de romans adaptés des licences, notamment Star Wars, Alien, Buffy contre les vampires, des choses comme ça, qui, après le rachat par exemple de Lucasfilm, ne seraient pas forcément payés en temps et en heure. Donc pour faire parler un petit peu de tout ça, il y a une espèce de task force qui a été créée sur les réseaux sociaux pour en parler, et aussi pour faire en sorte que le problème soit rendu public et que les auteurs qui a été floués se fassent connaître afin que la situation soit réglée. Alors il se trouve que Disney a déjà pris la parole à ce sujet en disant que la situation allait être réglée, mais bon, c'est vrai que c'est quand même assez alarmant de voir que ce genre de problème puisse arriver chez très clairement la plus grande boîte du divertissement américain, quoi. Donc voilà. Important. Moi j'avais complètement pas vu du coup cette histoire, et j'ai vu ça et j'étais un peu... Les bras m'en sont tombés un petit peu. Les bras m'en sont tombés également quand j'ai appris l'existence de ce projet. J'étais là en mode, sérieusement, il y a un projet d'adaptation des Maîtres de l'Univers au cinéma, et il se trouve qu'ils auraient perdu leur acteur pour jouer Musclor. Alors ça devait être ce belâtre, Noah Centineo. Il se trouve que finalement l'acteur n'est plus attaché au projet, et que donc visiblement... point de départ pour les Maîtres de l'Univers. Les Maîtres de l'Univers, vous le savez, c'est cette gamme de jouets créée par Mattel, qui a créé également une série animée, ainsi que des spin-offs, notamment She-Ra et les princesses du pouvoir, un truc comme ça. Donc moi, voilà, c'était dans les années 80, j'avoue que j'ai jamais été en contact avec ça quand j'étais gamin, donc ça me parle assez peu, mais je trouvais le projet tellement un peu farfelu que je voulais vous en parler. Donc visiblement, ça va pas se faire tout de suite, s'ils n'ont pas encore trouvé leur personnage principal, ça va être compliqué. Parlons un petit peu Star Wars. Puisque vous savez que Ewan McGregor, donc Evan McGregor comme on dit en français,
va reprendre le rôle d'Obi-Wan Kenobi dans une série spin-off dédiée à Disney Plus pour 2022. Il est très excité à l'idée de reprendre ce rôle. Il a bientôt 50 ans, donc à peu près le même âge que... j'ai oublié son nom. Voilà, ça me reviendra pas. Que la première incarnation d'Obi-Wan Kenobi dans Un Nouvel Espoir. Et il se trouve qu'il a donné une interview au Hollywood Reporter où il est un petit peu revenu sur son expérience dans Star Wars, parce que vous savez, Obi-Wan Kenobi est revenu dans la prélogie Star Wars, entre 99 et 2005. Cette fameuse prélogie, donc la menace fantôme, l'attaque des clones, la revanche des Sith, a été quand même assez mal reçue. Bon, il s'exprime là-dessus, voilà. Il a décidé d'ouvrir son sac, comme on peut le dire, auprès du Hollywood Reporter, et il a dit que pour lui, en fait, c'était très dur de voir que cette prélogie a été mal reçue. Et ça a été, dit-il, assez difficile pour lui que, de façon presque universelle, en fait, tout le monde se soit mis d'accord pour détester ces films. On rappelle parmi les griefs autour de cette prélogie, notamment le personnage de Jar Jar Binks, le fait que il y ait des intrigues un petit peu rébarbatives, des performances d'acteurs pas forcément au top, et des dialogues assez pauvres. C'est vrai que ça commençait à faire beaucoup. Alors même si peu à peu, on commence à entendre une petite chanson qui voudrait réévaluer cette prélogie, Ewan McGregor semble être assez d'accord avec certaines des critiques. Il critique notamment son travail sur la revanche des Sith, qui en grande partie a été tournée sur fond bleu pour l'incrustation a posteriori d'effets spéciaux. Il dit notamment, je cite, « Après 3-4 mois de ça, ça a commencé vraiment à devenir très rébarbatif, particulièrement quand... 3 petits points, je veux pas être méchant, mais bon, c'était pas du Shakespeare. » Il dit, il y a rien sur lequel on peut creuser dans le dialogue et qui pourrait te satisfaire toi en tant qu'acteur, particulièrement quand il n'y a pas d'environnement autour de toi. Donc c'était particulièrement difficile à faire, dit-il. Bon. Derrière, évidemment, il raccroche les wagons en disant qu'il est très content, évidemment, de reprendre son rôle d'Obi-Wan Kenobi, probablement parce que ça rapporte beaucoup d'argent. Il dit presque plus que les premiers, parce que maintenant je suis plus vieux, je viens juste d'avoir 50 ans, et je me trouve dans une bien meilleure situation désormais. Il cite notamment une des technologies qui est très très utilisée dans la série The Mandalorian, qui, en fait... permet aux acteurs d'être en studio, mais entourés d'une gigantesque bulle en fait de panneaux LED qui simule en vérité l'endroit projeté autour d'eux. Donc c'est une espèce d'évolution du fond bleu, si vous voulez, sauf que en fait c'est tourné comme si vous y étiez, et en plus l'acteur voit où il est, plutôt que d'être sur un fond bleu. Donc là, il dit, par exemple, si je suis censé être dans un désert, j'ai l'impression d'être vraiment debout dans un désert. Si je devais être dans un paysage enneigé, je suis vraiment entouré de neige. Si je suis dans un cockpit de vaisseau spatial, je suis vraiment dans l'espace. Donc il a vraiment... il a l'air de louer cette capacité désormais qui est possible aux productions Star Wars, de faire en sorte que ça soit plus palpable pour les acteurs. Bon, rappelons que c'est prévu pour 2022, donc sur Disney+. Autre série Disney+, qui a un petit peu d'actualité cette semaine, c'est Ironheart. Ironheart, c'est une... série qui a été annoncée au mois de décembre dernier sur Disney+. L'idée, c'est d'adapter le comics du même nom qui est sorti en 2016, qui met en scène le personnage de Riri Williams, qui est une brillante étudiante du MIT aux États-Unis, qui décide en fait de comprendre comment fonctionne l'armure d'Iron Man pour en faire une elle-même. Elle est par la suite
adoubé par Tony Stark lui-même, qui va ensuite ça lui donnera le nom d'Ironheart, donc une jeune femme qui se déplace et combat dans une armure telle celle d'Iron Man. Donc on sait désormais qui va écrire en principal sur la série. C'est une jeune femme qui s'appelle Chinaka Hodge, que vous ne connaissez certainement pas, puisque d'une manière générale les scénaristes on les connaît peu. Il se trouve que c'est une scénariste, une poétesse, mais aussi une écrivaine de théâtre, une dramaturge comme on dit. Elle a notamment travaillé sur l'adaptation en série de Snowpiercer. Voilà, c'est son principal fait d'armes, on ne va pas se mentir. Vivo, je vous parlais de Lin-Manuel Miranda il y a quelques minutes. Lin-Manuel Miranda qui va jouer le rôle du petit singe que l'on voit là tout de suite dans la comédie musicale animée produite par Sony. Et cette même comédie musicale produite par Sony va finalement pas sortir au cinéma, mais sortira directement sur Netflix, partout dans le monde, sauf en Chine, où Sony a gardé les droits de diffusion à cet endroit. Voilà, donc ça sortira cet été, me semble-t-il. Je crois qu'on a plus... Ah, c'est voilà, le 4 juin. Non, ça devait sortir le 4 juin, pardon. Et ça sortira finalement sur Netflix. Voilà, ça a l'air sympatoche. Plutôt mignon. Mais bon, c'est une comédie musicale, donc il va falloir surtout que les chansons soient très catchy, quoi, tout simplement. On parle d'animation. Vous le savez peut-être, Nintendo a prévu l'adaptation de Super Mario en film d'animation pour 2022. C'est les studios Illumination qui s'en occupent. Illumination, c'est les mignons, c'est moi moche et méchant. Donc ils vont s'occuper de Super Mario pour 2022 pour le compte de Nintendo. Et il se trouve que le PDG de Nintendo, qui s'appelle Shuntaro Furukawa, a donné une interview pour un site qui s'appelle Fast Company à la fin du mois dernier. Et il disait que justement, d'une manière générale, l'animation c'est quelque chose que Nintendo regarde avec intérêt, et pas seulement pour la franchise, pas seulement pour la licence Super Mario. Donc là évidemment vous doutez bien que ça commence à spéculer sur quelle est la licence Nintendo qui pourrait ensuite être adaptée en animation au cinéma. On pourrait évidemment penser à Zelda, à Yoshi, Kirby, peut-être Metroid, des choses comme ça. Donc bon, il serait pas impossible d'imaginer par exemple du Zelda en animation, ça serait ma foi fort cool. Passons à la suite avec The Last Kingdom, la série historique de Netflix, alors qui a été produite il y a 6 ans par la BBC, qui a ensuite abandonné la production, qui a ensuite été reprise par Netflix. Netflix a annoncé que la saison 5 de The Last Kingdom serait la dernière. Voilà, il faut bien que les choses s'arrêtent à un moment donné. Il se trouve que c'est une série qui est adaptée de romans d'une personne qui s'appelle Cornwell, je crois, Bernard Cornwell. Voilà, elle est désormais en tournage en Hongrie. La saison 5 comportera 10 épisodes et achèvera donc la série. Donc voilà pour ceci. Bon. C'est une des grandes nouvelles de la semaine passée. Les salles de cinéma vont pouvoir rouvrir. Du moins, c'est ce que le gouvernement semble avoir annoncé à la presse quotidienne régionale ces derniers jours. Les salles de cinéma vont rouvrir. Bon, pas que, mais évidemment, c'est ce qui nous intéresse là tout de suite dans cette vidéo et dans cette chaîne YouTube en général. Le déconfinement de la France va commencer avec le 3 mai. Toujours le couvre-feu à 19h, mais les déplacements sans limite de kilomètres. Bon, voilà, ça ce qui change à partir du 3 mai, donc aujourd'hui, date de sortie de cette vidéo. Le 19 mai, en revanche, on va avoir plein d'autres choses qui vont se passer, c'est-à-dire que le couvre-feu va être décalé à 21h, on pourra toujours se déplacer sans limite de kilomètres, les commerces non essentiels vont rouvrir avec des jauges limitées, tout comme les terrasses des cafés et les restaurants. Bon, mais ce qui nous intéresse ici, c'est les salles de cinéma, les musées et les théâtres qui vont pouvoir rouvrir à partir du 19 mai.
avec des jauges limitées. Jauge limitée, qu'est-ce que ça veut dire? A priori, c'est plutôt 35% de la jauge d'occupation standard des salles de cinéma. Bon, voilà, donc si c'est une place de 100 personnes, il n'y aura que 35 personnes qui seront évidemment autorisées à entrer et à profiter d'une bonne toile, comme on dit. Mais c'est quand même une bonne chose. À savoir que le calendrier du déconfinement va ensuite évoluer. Le 9 juin, on pourra sortir de chez nous jusqu'à 23 h et la jauge d'occupation des cinémas pourrait être amenée à augmenter jusqu'à 65% de la capacité. Enfin, le 30 juin, il n'y aura plus de couvre-feu, a priori. Et la jauge de capacité des salles de cinéma, des musées, des théâtres sera amenée à 100% de la capacité. Voilà, donc ça, c'est les grandes lignes, c'est ce qui est prévu. Bon, sous réserve, hein, évidemment, qu'il n'y ait pas une catastrophe sanitaire qui pointe le bout de son nez. Mais pour l'instant, c'est les informations à date, donc date d'enregistrement le 2 mai. Évidemment, c'est important, c'est une phase importante, la réouverture des salles de cinéma. Il va falloir évidemment soutenir les lieux de culture pour essayer de faire en sorte qu'ils ne rouvrent pas pour rien. Moi, à titre personnel, j'ai très envie évidemment et très hâte de retourner dans une salle de cinéma dans des conditions sanitaires qui soient correctes. Donc évidemment, avec port du masque obligatoire, avec distanciation sociale, évidemment. Tout ça, c'est extrêmement important. Dans le même temps, la vaccination qui va aider, bien sûr, à ce que tout ceci rentre dans l'ordre peut-être rapidement, espérons-le. Mais bref, le 19 mai, ça veut dire qu'il y aura des ressorties au cinéma, puisqu'on le rappelle, les salles de cinéma sont fermées depuis le 30 octobre 2020. Et il y avait des films qui étaient à l'affiche à ce moment-là. Donc ces films-là vont probablement être repris. D'ailleurs, la plupart ont été annoncés comme reprenant l'affiche. On en parlera lors de la playlist juste avant le déconfinement, histoire de vous dire qu'est-ce qui ressort, qu'est-ce qu'il faut aller voir et qu'est-ce qui sort, parce que contrairement à la précédente réouverture, il n'y a pas vraiment de round d'observation là cette fois, où on avait laissé les films qui étaient sortis reprendre un petit peu avant de ressortir des nouveautés. Là, dès le 19 mai, on aura déjà des nouveautés, donc il va y avoir des choses à se mettre sous les yeux. Et donc il faudra pas forcément faire des choix d'ailleurs, hein. Si vous avez envie de tout voir, et ben c'est à partir du 19 mai que ça se passera. Voilà, on en reparlera dans quelques semaines, dans quelques jours même, histoire de refaire le point sur tous ces films qu'il faut aller voir. C'est important d'aller au cinéma et de montrer qu'on soutient cette industrie, évidemment. Passons à la suite avec Netflix. Une fois n'est pas coutume, non. Je parle évidemment des salles de cinéma puis de Netflix, mais c'est important aussi de parler de Netflix. Netflix, qui vous le savez, a un gros problème. Et les abonnés à Netflix ont également un gros problème. C'est souvent, on a envie de regarder quelque chose, on passe sur la page d'accueil et on ne sait pas quoi regarder. Parce qu'il y a trop de trucs. Parce qu'on ne sait pas ce qui pourrait nous plaire, parce qu'on rajoute des trucs à notre liste, et puis bon, c'est peut-être pas forcément ça que j'ai envie de regarder tout de suite, machin. Il y a un côté vraiment... Qu'est-ce que je vais choisir? Il y a un problème de décision. Presque, on est fatigué de prendre une décision tellement il y a de trucs sur Netflix. Netflix essaie et lance sur Smart TV, sur l'application Smart TV pour l'instant, une fonctionnalité « Montre-moi quelque chose ». Donc qui est disponible uniquement sur Smart TV pour l'instant. L'idée c'est en gros que vous ne savez pas quoi regarder mais vous avez envie de regarder quelque chose, plutôt que de passer un quart d'heure à tenter de trouver quelque chose sur la page d'accueil Netflix et de rien trouver, du coup d'éteindre votre télé. Et ben Netflix va vous proposer quelque chose qui est plus ou moins en rapport avec votre algorithme de recommandation. Donc typiquement ça va vous proposer un contenu que vous n'aviez pas terminé de regarder, un contenu qui ressemble aux autres contenus que vous avez bien aimés et que vous regardez régulièrement. Donc par exemple, si vous regardez pas mal de séries historiques et que vous n'avez pas encore lancé The Crown, peut-être que si vous cliquez sur « Montre-moi quelque chose », Netflix va vous proposer The Crown. Voilà, on peut s'imaginer ça. Il peut également vous proposer un nouvel épisode d'une série que vous avez commencé.
des choses comme ça. Donc ça c'est l'idée. On se rapproche hein, évidemment de ce qu'on appelle la télé linéaire. C'est-à-dire que en fait c'est plus vous qui choisissez ce que vous allez regarder, mais c'est Netflix via son algorithme de recommandation qui va se dire bon bah peut-être que ça va lui plaire, et donc va vous proposer, c'est une évolution finalement hein, de l'algorithme de recommandation. Voilà, bon, si vous testez cette fonctionnalité, évidemment ça m'intéresse bien sûr d'avoir vos retours d'expérience là-dessus, si vous êtes content ou pas de cette fonctionnalité. Warner l'année dernière avait testé à l'été 2020 de remplacer le Grand Barnum de la Comic-Con de San Diego, annulé à l'époque pour cause de pandémie, avait testé un format qui s'appelle le DC Fandom, où l'idée c'est de présenter aux fans des adaptations DC Comics et même des comics DC d'ailleurs, une expérience en ligne avec beaucoup de panels d'acteurs, de réalisateurs, de scénaristes, de choses comme ça, et aussi de présentations officielles de choses. D'ailleurs on avait eu à cette occasion, me semble-t-il, un premier teaser de Justice League version Zack Snyder. Eh bien, le DC Fandom va revenir cette année. Alors, ce ne sera pas l'été prochain, mais ce sera le 16 octobre, l'occasion pour Warner de refaire le point sur les futures sorties cinéma, mais aussi comics, mais aussi séries, très très important, les séries chez DC, pour les fans qui attendent évidemment avec impatience tout cela, les développements de cet univers. Alors, j'ai déjà eu l'occasion de parler de la série Seigneur des Anneaux prévue par Amazon Prime Video. Il se trouve que c'est une série qui va être tournée en Nouvelle-Zélande, et ça commence à faire grand bruit, hein, évidemment, en Nouvelle-Zélande, puisque vous vous doutez bien que pour sécuriser le tournage en Nouvelle-Zélande, la Nouvelle-Zélande a dû faire un grand pas en avant auprès d'Amazon, qui ne s'est pas fait prier, évidemment, pour en profiter, parce qu'à l'époque, on parlait de peut-être l'Écosse, peut-être la Nouvelle-Zélande, bon, voilà. Et la Nouvelle-Zélande est très attachée à son image de « nous sommes la terre du milieu, sur Terre ». Puisqu'évidemment avec le tournage du Seigneur des Anneaux, beaucoup de gens, dont moi d'ailleurs, veulent aller en Nouvelle-Zélande pour découvrir un petit peu les lieux de tournage, tout ça, et vous doutez bien qu'avec la série Seigneur des Anneaux dans les cartons, encore plus de monde voudrait y retourner ou y aller pour voir un petit peu comment c'est. Donc c'est une vraie mine d'or hein, pour le tourisme en Nouvelle-Zélande. Donc c'est pour ça que le gouvernement a littéralement ouvert un pont d'or à Amazon pour faire en sorte que le tournage ait bien lieu en Nouvelle-Zélande. Mais bon, ça commence à être très très critiqué en Nouvelle-Zélande, et on a notamment quelques chiffres d'une publication néo-zélandaise qui a fait un petit peu le travail d'enquête pour essayer de comprendre combien ça va coûter. Alors, on s'attend à ce que la série Seigneur des Anneaux rapporte à peu près 650 millions de dollars néo-zélandais en dépenses d'Amazon sur le sol néo-zélandais, mais derrière, en fait, il se trouve que la Nouvelle-Zélande a planifié un certain nombre de ristournes pour Amazon et faire en sorte que Amazon vienne vraiment en Nouvelle-Zélande. Par exemple, on sait désormais que 25% des dépenses qui vont être faites par Amazon en Nouvelle-Zélande seront remboursées purement et simplement par le gouvernement néo-zélandais. Ça représente à peu près 150 millions de dollars qui vont retourner dans la poche d'Amazon une fois qu'ils auront dépensé ces 650 millions de dollars. Ce qui est fou, parce que ça veut dire que ces 150 millions de dollars que la Nouvelle-Zélande prend de ses coffres pour les rendre à Amazon, qui est déjà, bon, évidemment, une entreprise extrêmement riche, hein, je vous refais pas le tableau. Donc ça, évidemment, c'est assez dingue. On estime que pour faire en sorte que tout ce système de ristourne puisse tenir la route, la Nouvelle-Zélande va dépenser 250 millions de dollars néo-zélandais chaque année pour faire en sorte que ce système
fonctionne, et à titre d'information, c'est 4 fois plus que ce que la Nouvelle-Zélande dépensait il y a 15 ans sur ce même programme. Bon. Voilà. Ça, c'était pour les gens qui s'intéressaient un petit peu à l'économie souterraine de ces tournages. C'est évidemment très intéressant, et bon, c'est aussi quelque chose qui avait été très critiqué, notamment au moment du tournage de la trilogie Le Hobbit, parce qu'il y avait eu un système à peu près similaire pour faire en sorte que Warner tourne vraiment en Nouvelle-Zélande. Donc là, j'ai vraiment l'impression qu'on est en train de faire entrer le gouvernement néo-zélandais en banqueroute, juste parce qu'ils sont très intéressés par les potentiels touristiques de tournage de ces séries. Donc attention tout de même. Projet également, le World of Darkness, donc qui est une série de jeux de rôle, puis de jeux vidéo, de comics, de romans, etc., pourrait être adapté au cinéma et à la télévision par nul autre que la société de production derrière The Witcher, qui s'appelle Hivemind, avec 2 scénaristes qui sont attachés au projet, donc Eric Heisserer et Christine Boyland. Alors, vous connaissez pas leur nom, enfin, je m'imagine pas que vous connaissiez leur nom, parce que je les connaissais pas non plus. Eric Heisserer, c'est lui qui a écrit notamment Premier Contact. Qu'est-ce qu'il a écrit d'autre? Je l'ai vu il y a pas longtemps. Je l'ai lu il y a pas longtemps. Ah, il a écrit Bird Box également. Et puis Christine Boyland, elle a écrit pour énormément de séries, notamment The Punisher, Cloak and Dagger, Constantine, Castle, etc. Et bon, voilà, c'est des scénaristes assez influents et qui s'attellent à une masse assez importante. Le World of Darkness, notamment on va dire sa série principale, sa licence principale, c'est Vampire la Mascarade. On s'imagine bien qu'une série ou peut-être un film Vampire la Mascarade pourrait voir le jour après cette annonce, mais pour l'instant on n'a ni nom de projet, ni date de diffusion, ni diffuseur. Donc pour l'instant, c'est vraiment dans les premiers stades de production. Drunk, je vous en ai parlé il y a quelques mois déjà, à l'époque de mes dernières séances en physique dans une salle de cinéma, et je vous disais que Drunk c'était trop bien, avec Mads Mikkelsen réalisé par Thomas Vinterberg. Il se trouve que le film a été auréolé aux Oscars de l'Oscar du meilleur film en langue étrangère, sans grande surprise, parce que le film est super. Eh bien, il va y avoir un remake aux États-Unis de ce film, et ça sera notamment produit, mais aussi campé dans le rôle principal par Leonardo DiCaprio. Excusez du peu, qui jouera du coup le rôle de Mads Mikkelsen dans le film original. Thomas Vinterberg n'est pas lié au projet, ni à la production, ni à la réalisation. Il souhaite d'ailleurs évidemment bien toute la fortune possible à ce remake. C'est quelque chose d'assez courant, hein, les remakes des films oscarisés, films étrangers. On avait notamment eu Intouchable, le remake, je l'ai pas vu, mais il paraît que c'était de la merde. Il y a eu pas mal de choses comme ça, et c'est vrai que je m'attendais pas spécialement à ce qu'il y ait un remake de Drunk aussi rapide. J'ai beaucoup de mal à voir Leonardo DiCaprio dans le rôle de Mads Mikkelsen, mais écoutez, on va lui laisser le bénéfice du doute, et puis on va voir ce que ça va donner. Amazon Prime Video qui se frotte les mains, ils ont trouvé une série d'animation qui cartonne, et dont ils sont très contents des chiffres, puisque Invincible, adaptation des comics de Robert Kirkman, fonctionne très bien chez Amazon Prime Video. Moi j'ai regardé les 2 premiers épisodes, c'est plutôt très très stylé, à ne pas mettre devant les yeux d'enfants, puisque c'est très graphique et très violent, mais Invincible, qui s'est terminé là il n'y a pas très très longtemps, a déjà été renouvelé pour une saison 2 et une saison 3, donc ça montre à quel point Amazon Prime Video a confiance en ce projet. Il faut dire que la série était très aidée par un casting 5 étoiles de doublage, dont Steven Yeun, interprète de Glenn dans la série Walking Dead,
adapté de Robert Kirkman, bref, joue le personnage principal. Projet français, oui, parce que de temps en temps je parle un petit peu de France. Jean Dujardin qui va jouer dans un film qui s'appelle Novembre, qui va suivre la traque par la police des terroristes des attentats du 13 novembre 2015. C'est un film qui sera tourné dès la mi-mai par Cédric Jiménez, qui est un réalisateur très habitué, notamment des films de police, hein, parce qu'il a signé La French et très récemment Bac Nord, qui n'a pas encore de sortie cinéma, mais ça va bientôt être le cas. On sait que Jean Dujardin y jouera, ainsi qu'Anaïs de Moustier et Jérémy Régnier, mais aussi Sandrine Kiberlin. Bon, ça va suivre un petit peu le parcours des forces de l'ordre à partir du 13 novembre jusqu'à la mise sous les barreaux des terroristes du Bataclan notamment. Série Disney+, dédiée à Ms. Marvel, qui est en tournage actuellement. On sait qui jouera Kamala Khan. C'est Iman Vellani qu'on a vu du coup sur le plateau de tournage. Just Jard a posté les photos en ligne. Voici notamment donc la première photo de la jeune femme dans le costume de Ms. Marvel. Voilà, c'est une série de comics, en tout cas que j'ai lu. Enfin, j'ai lu une partie des comics dédiés à Ms. Marvel et c'est très stylé. J'ai très très hâte de voir ce qu'ils vont faire de ces comics. Percy Jackson, vous le savez, alors c'est une série dédiée aux jeunes adultes, une série de littérature dédiée aux jeunes adultes qui a été adaptée au cinéma en 2 films, portés notamment par Logan Lerman et Alexandra Daddario. Alors assez mal reçu, hein, puisque les films étaient pas top, même si le casting était très cool. Les films étaient était très très moyen. Il se trouve que Disney a désormais la licence, puisque il me semble que c'était chez Fox avant, et donc Fox appartenant à Disney. Voilà, les connexions se font. Ils sont en train de préparer un reboot en série pour Disney+. L'auteur, Rick Riordan, de la série, va travailler notamment avec eux de façon très proche sur le projet. Et ils sont dans les premiers temps du casting pour trouver le fameux Percy Jackson. Donc l'idée, c'est de faire en sorte que cette personne soit crédible à jouer un personnage qui a 12 ans, puisque dans les livres, Percy Jackson a véritablement 12 ans. Sur le pitch, rappelons-le, Percy Jackson, c'est un jeune lycéen, jeune collégien même, qui découvre petit à petit en fait qu'il est le fils caché de Poséidon, donc il a des pouvoirs et il va découvrir en réalité que dans son monde contemporain existent véritablement les forces mythologiques dont il a entendu parler dans des cours. Voilà, donc pitch hyper intéressant, les livres sont trop cool, les films étaient moyens, donc peut-être que sur Disney+, on aura le droit à une seconde chance pour cette licence. Dernière news que j'ai sélectionnée pour vous dans cette playlist, c'est The Last of Us. Alors j'ai eu l'occasion déjà de parler de la série The Last of Us qui est en ce moment en train d'être prévue chez HBO, notamment avec Neil Druckmann qui va produire et scénariser cette adaptation en série. Il se trouve que, d'ailleurs dans cette vidéo je vous parlais du fait que c'était un projet de film avant. Et bien il se trouve que Neil Druckmann s'est exprimé sur pourquoi ce film ne s'est pas fait. Et il se trouve en fait que le studio qui était attaché au projet et qui devait produire arrêtait pas de dire non mais moi je veux énormément de scènes d'action, je veux faire en sorte que ça soit ouf, que ça soit un énorme film post-apocalyptique et qu'il y ait énormément de monde qui regarde et que ça soit en fait un blockbuster tout simplement. Sauf que Neil Druckmann, lui, il avait pas du tout envie de faire ça. Il voulait faire en sorte que ça soit un film un petit peu d'auteur, un film un petit peu indépendant, vraiment à petit budget, et que ça soit pas finalement très impressionnant d'un point de vue graphique et d'un point de vue visuel et d'un point de vue blockbuster. Donc forcément ça n'a pas matché, et ça nous permet aussi dans sa description de comprendre en vérité
quel est l'objectif de la nouvelle série, d'essayer de comprendre ce qu'ils ont l'intention de faire, tout simplement, avec la future série. Et donc il se trouve qu'ils ont l'intention de faire quelque chose de très intimiste. Ils parlent notamment du fait que dans The Last of Us, le jeu, il y a notamment beaucoup de séquences où c'est un peu de l'action, ça pétarade un petit peu, parce que c'est quelque chose qui est nécessaire au médium jeu vidéo, d'après lui, pour faire en sorte que les gens appliquent les mécaniques qu'on leur a enseignées et qu'il y ait un petit peu de rythme qui soit insufflé. Et là, visiblement, il a l'intention de faire en sorte de un petit peu squeezer toute cette partie-là pour faire en sorte que ça soit vraiment une série qui parle de ces thématiques plutôt que ça parte un petit peu dans des scènes d'action. Donc intéressant, il est possible que le The Last of Us de HBO en série ressemble pas vraiment au The Last of Us qu'on a vu en jeu. Intéressant. Voilà, ça c'était pour la partie news. Voilà, j'ai parlé tellement, mais en même temps il s'est passé tellement de trucs cette semaine, il y avait trop de trucs à dire. Est-ce qu'il y a une news qui vous a parlé? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a intéressé tout particulièrement? Évidemment, mettez-le moi dans les commentaires. Je voulais passer rapidement sur, du coup, ce que j'avais sélectionné dans la watchlist. Vous savez que la watchlist, c'est moi qui vous propose des choses à regarder qui sont dans l'actualité, et donc je vais vous proposer en fait simplement de revenir sur ce qui va sortir dans les 10 prochains jours, et éventuellement ce qui est déjà sorti. Puisque ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de watchlist. Donc je vous propose notamment de revenir sur les sorties du mois d'avril, surtout les sorties du 30 avril sur Netflix. Il y a quelques petites choses d'intérêt, en tout cas qui ont piqué mon intérêt. Je pense notamment à la série d'animation Yasuke, qui est sortie sur Netflix le 30 avril, où l'on suit notamment le personnage de Yasuke, qui est un samouraï africain, doublé par Lakeith Stanfield, que vous connaissez peut-être puisqu'il a joué dans Get Out. On le voit notamment vieux, parce qu'il a raccroché l'épée, et puis bon, au fur et à mesure, il va devoir reprendre son katana, reprendre le combat pour aider notamment un enfant qui est poursuivi par des forces ténébreuses. Alors il se trouve que c'est pas du tout une série historique ou quoi, hein. Donc vous attendez pas à ce que ce soit une série historique, c'est une série qui part un peu dans tous les sens avec des éléments de SF, il y a même des robots et des mechas dans la série, donc je sais que ça a pu surprendre, mais voilà, c'est ça la série. Donc je regarderai peut-être et je vous en tiendrai peut-être au courant. Les Mitchell contre les machines. Les Mitchell contre les machines, c'est un film d'animation. Qui est produit par Phil Lord et Chris Miller, qui sont les producteurs notamment de Lego La Grande Aventure, mais aussi de Spider-Man Into the Spider-Verse, New Generation en français. Là pour le coup c'est une histoire de road trip d'une famille excentrique et dysfonctionnelle qui bascule lorsqu'elle se retrouve au beau milieu d'une apocalypse menée par les machines, et il se trouve qu'ils vont devenir malgré eux le dernier espoir de l'humanité, tout simplement. Donc ça a l'air d'être une comédie incroyable, on m'en a déjà dit beaucoup de bien, donc j'ai hâte de regarder ça. Shadow and Bone, toujours sorti le 30 avril sur Netflix, une série fantastique adaptée de la trilogie du même nom, où l'on suit la jeune Alina Starkov qui doit prendre en main son pouvoir et aider à sauver le monde du brouillard et de la guerre qui l'assaille. Bon, je sais pas exactement ce que ça vaut, je suis toujours un petit peu méfiant sur les séries un peu fantastiques sur Netflix, donc à voir peut-être, mais je n'ai pas encore regardé. L'Attaque des Titans, bien sûr, pour le coup, série animée gigantesque, au succès incroyable. La saison 3 partie 2 arrive sur Netflix le 1er mai, donc c'est disponible à l'heure où je vous en parle. Mais aussi, l'Attaque des Titans arrive le 3 mai sur Amazon Prime Video.
Évidemment, ça vous intéressera peut-être. Je ne sais pas, en revanche, quelles sont les saisons qui arriveront sur Amazon Prime Video le 3 mai. Toujours le 3 mai sur Amazon Prime Video, Your Name, film d'animation de Makoto Shinkai. Une jeune fille se réveille périodiquement dans le corps d'un jeune citadin qui mène la vie dont elle a toujours rêvé, et lui-même se réveille dans son corps à elle de jeunes campagnards. Donc le film va explorer évidemment la relation étrange qu'ils vont être amenés à nouer ensemble. Sur Disney+, le 4 mai, Star Wars The Bad Batch. C'est un spin-off de la série d'animation Clone Wars. Je me rends compte que je parle énormément d'animation sur cette watchlist, mais pourquoi pas. Où on suit une équipe de clones expérimentaux qui se retrouvent à la fin de la guerre des clones à essayer de trouver un sens à leur vie, puisque ils sont démobilisés maintenant que la guerre des clones est terminée. Amazon Prime Video, toujours le 4 mai, Bienvenue à Gattaca. Donc là, c'est vraiment, on est dans le domaine du classique, hein, un film de Mike Nichols, où dans un monde parfait, Gattaca, c'est un centre d'études spatiales qui est destiné aux hommes et aux femmes au patrimoine génétique parfait. Il se trouve que Ethan Hawke et Jude Law vont essayer de trouver la parade pour permettre à Ethan Hawke de partir. Évidemment, on entre dans le domaine du thriller dystopique. C'est vraiment un film excellent. Si vous ne l'avez pas encore vu ou si vous avez envie de le revoir, et ça sera sur Amazon Prime Video. Sur Netflix, le 7 mai, Jupiter's Legacy, une série super-héroïque adaptée des comics de Mark Millar et de Frank Quitely. L'idée, c'est en gros, vous avez des super-héros de première génération qui passent la main à leurs enfants. Le problème, c'est qu'il va y avoir un certain nombre de frictions entre les deux. C'est de là que part la série. Amazon Prime Video, le 7 mai. Spontaneous en anglais, en français ça s'appelle Adolescence explosive. J'ai vu le trailer, j'ai trouvé ça incroyable. Le pitch est ouf. Dans un lycée du New Jersey, certains élèves sont victimes de phénomènes d'explosion spontanée. Oui, ils explosent. Et du coup, Mara, qui est jouée par Catherine Langford, que vous avez vu puisqu'elle joue dans 13 Reasons Why, et Dylan décident de ne pas se quitter, vont tomber amoureux, et vont du coup se mettre à questionner un petit peu leur vie, puisqu'elle pourrait éventuellement être amenée à s'arrêter dans une grande gerbe de sang d'explosion spontanée. Donc vraiment, ça a l'air assez dingue comme pitch, mais je suis très curieux de voir ce que ça a raconté sur l'adolescence. Creed 1 et 2, qui arrive sur Amazon Prime Video également le 10 mai. Évidemment, spin-off de la saga Rocky, qui est porté notamment par le belâtre Michael B. Jordan dans le rôle d'Adonis Creed, le fils d'Apollo Creed, ami de Rocky. On voit notamment apparaître Sylvester Stallone en figure de mentor dans ces deux films. Très très appréciables ces deux films, dont le premier est signé par Ryan Coogler notamment. 12 mai, sur Netflix, Oxygène, film d'Alexandre Aja, un thriller où, comment elle s'appelle, Mélanie Laurent se réveille dans une unité cryogénique et elle se rappelle de rien, sauf qu'elle est toute seule et elle est quasi enterrée en fait dans cette stase cryogénique, dans une capsule, alors qu'elle commence à manquer d'oxygène et elle va essayer de se sortir un petit peu de cet enfer. 13 mai, Castlevania saison 4, saison finale sur Netflix. Il se trouve que c'est une série d'animation adaptée évidemment des jeux vidéo du même nom. C'est la 4e et dernière saison. Il se trouve que Warren Ellis, qui scénarise toujours la saison 4, mais il a été écarté du projet après des accusations d'abus sexuels. Il est probable que des spin-offs voient le jour plus tard autour de Castlevania sur Netflix.
Toujours sur Netflix, La femme à la fenêtre, le 14 mai. C'est porté par Amy Adams, un thriller où elle joue une psychologue pour enfants qui est agoraphobe, donc elle ne quitte pas chez elle et elle se met en fait à regarder par la fenêtre et à voir l'emménagement de cette famille modèle, cette famille parfaite. Et un beau jour, en fait, elle va être témoin d'un meurtre épouvantable. Donc voilà. Le thriller commence par ici, ça sort le 14 mai. Netflix toujours, 14 mai également, Love, Death and Robots, volume 2. C'est la suite de l'anthologie des courts-métrages de science-fiction. C'était assez inégal le volume 1, c'était très appréciable par contre en termes visuels. J'attends beaucoup du volume 2 qui sort du coup le 14 mai 2021. Dernière chose à noter, toujours pour le 14 mai 2021, c'est l'arrivée d'Angel, l'intégrale de la série Angel qui arrive sur Disney+ le 14 mai. C'est bien évidemment le spin-off de Buffy contre les vampires, diffusé de 1999 à 2004. Voilà, ça rappellera forcément des souvenirs aux amateurs de la trilogie du samedi, bien sûr. Voilà qui termine bien sûr cette watchlist pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu. C'était rempli de contenu. Il y avait beaucoup de choses à dire parce que il s'est passé beaucoup de choses cette semaine. Donc j'espère que la semaine prochaine, ça sera tout aussi rempli. Ou peut-être pas, puisque bon, ça pourrait éventuellement maintenir ma voix à des niveaux corrects. Quoi qu'il arrive, il y a beaucoup de choses à regarder cette semaine. Il y a beaucoup de choses à surveiller. Surveillez évidemment la réouverture des cinémas. C'est prévu pour le 19 mai. Et puis vous, qu'est-ce que vous avez prévu de regarder cette semaine? Dites-moi ce que vous avez sur vos calendriers. Est-ce que j'ai loupé des trucs? Bien évidemment, ça m'intéresse. C'est la fin de cette vidéo qui est beaucoup trop longue, mais si vous êtes là, c'est que vous avez apprécié, donc n'oubliez pas le petit pouce en l'air, le petit commentaire pour me dire un petit peu ce que vous retenez de cette vidéo, que ce soit en termes de news ou en termes de watchlist. Abonnez-vous à la chaîne et puis activez la petite cloche, ça aide beaucoup bien évidemment, puisque j'essaie de devenir régulier sur la chaîne YouTube. Puis évidemment, si ça vous plaît, lâchez le petit commentaire et puis le petit follow sur Twitter, ça me fera plaisir. Bref, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, j'arrête de déblatérer et puis portez-vous bien. À très bientôt tout le monde, salut à tous.